Bonjour à tous. Vous saurez me dire dès le début si jamais les conditions techniques sont difficiles. Voilà, je me présente rapidement parce que au-delà des partenaires et de ceux de la civilisation, bien sûr, que je connais, il y a certainement d'autres auditeurs. Donc, Xavier Lemonde, je suis actuellement directeur de l'Université des senteurs et des saveurs à Fort-Calquier dans les Alpes d'Haute-Provence et c'est de là que j'anime ce webinaire, ce premier webinaire. Ce qui m'amène à être peut-être l'animateur, c'est aussi que précédemment, j'étais directeur de l'IFOCAP, l'IFOCAP qui est partenaire de ce programme Territoire Apprenant. Et j'ai cru voir à l'image Pascal Ract, sa responsable pédagogique, donc, qui est en ligne et que je salue. Un petit mot rapide, l'Université des senteurs et des saveurs à Fort-Calquier. C'est une association en loi de 1901 de chefs d'entreprise du territoire dans les filières plutôt cosmétiques et agroalimentaires qui se sont développées dans la culture en fait de la culture de ce territoire dédié aux plantes aromatiques et à parfums. Voilà, donc à l'université, nous avons plusieurs activités, à la fois de la recherche-développement, de la formation, du développement local, et puis un lien aussi qui alimente aussi l'intérêt que j'ai animé ce webinaire, c'est que nous avons aussi un musée, Artemisia, et donc un lien étroit avec cette culture territoriale. Voilà. Donc, je vais être à la fois animateur du webinaire, maître du temps, passeur de relais entre les différents intervenants. Et donc, nous avons convenu pour ce webinaire deux temps, un temps plutôt d'intervention avec différents acteurs que nous allons entendre, que je vais vous présenter, un deuxième temps qui sera plutôt un temps d'échange de questions, justement à la fois des auditeurs, des partenaires auprès de ces intervenants. Le premier intervenant que nous entendrons, donc, on le voit à l'image, Laurent Ruetor, vous êtes directeur de l'IADT, l'Institut d'Auvergne du développement des territoires. Voilà, avec vous, peut-être, puisque c'est le premier webinaire aussi, on reviendra sur ce concept de territoire apprenant et vous nous direz en quoi il enrichit votre recherche aujourd'hui sur les questions de développement territorial. Marie-Claude Mioche, vous êtes présidente de l'association du Centre culturel du Château de Goutelas. Voilà, à gauche, en tout cas pour nous, voilà sur l'image. Vous avez, c'est vous qui accueillez voilà, le programme aujourd'hui à Goutelas et nous reviendrons avec vous sur l'histoire de ce lieu, voilà, et comment vous avez réussi à impliquer les acteurs, les hommes avec un grand H du territoire, et ce qui en fait justement une démarche apprenante. Et puis enfin, dernier intervenant, Philippe Bouellet, voilà, chargé de mission à la ville apprenante pour la ville de Clermont-Ferrand. Et on lui demandera voilà, de nous expliquer pourquoi la ville de Clermont-Ferrand s'est engagée dans cette démarche ville apprenante et a rejoint le réseau des UNESCO, des villes apprenantes. Voilà. Je ne sais pas si Philippe Bouellet nous a rejoint aussi. Très bien. Eh bien, merci. Donc peut-être premier intervenant, Monsieur Ruetor, peut-être en préparant ce webinaire, vous m'avez dit finalement ce concept de territoire apprenant, effectivement, c'est un nouveau paradigme qui fait se rejoindre en fait plusieurs regards sur la question de l'apprenance. Voilà. Alors peut-être je vous laisse voilà, développer ces trois regards et justement en quoi ça vient enrichir en tout cas la démarche d'accompagnement des territoires. Oui, merci de me donner la parole. Alors effectivement, je ne sais pas s'il faut toujours se méfier quand on dit que les choses sont nouvelles, mais en tout cas, c'est vrai que cette notion, ce concept, peut-être ce paradigme de l'apprenance et du territoire apprenant modifie un peu nos regards.
et résulte, en fait, je crois que c'est ce que je voulais évoquer, résulte d'une convergence finalement qui s'est produite peu à peu. C'est peut-être cette convergence qui est nouvelle, en fait, qui s'est produite entre différents regards, différents domaines scientifiques, euh, et le tout, évidemment, dans un contexte de territoire, de ville, de quartier, de zones rurales, de zones périurbaines qui connaissent des transformations, des transitions, certains diront des ruptures aussi, et qui s'interrogent aussi sur leur adaptation, les compétences nécessaires pour cette adaptation, etc., etc. Alors, ces trois regards un peu différent. Il y a d'abord un premier regard qui vient effectivement, vous avez utilisé le terme d'apprenance, qui vient plutôt du monde de l'école, qui vient du monde de l'éducation, par exemple des sciences de l'éducation. Alors, qui renvoie à plusieurs choses, mais qui renvoie peut-être d'abord à l'idée que l'école doit s'ouvrir sur ses territoires, sur ses environnements, que l'école intérêt à contextualiser les savoirs, à redonner du sens finalement aux apprentissages, à l'apprenance, à créer du lien entre les apprenants, les enseignants, mais aussi l'ensemble des acteurs d'un territoire, et y compris collectivités territoriales. Et tout ça est relié. Il y a des reliants entre tous ces acteurs. Et puis, le deuxième domaine, plutôt celui, alors qui est assez bien formalisé, qui est celui du management, des management, de gestion, qui voit à une question dans le management des organisations, entreprises, avec l'idée qu'il faut en finir avec un management trop hiérarchique, mais qu'il faut passer à un management organisationnel à base d'intelligence collective, dans lequel finalement chaque acteur de l'organisation est un expert, va apprendre, pour finalement trouver des régulations. Puis le troisième champ, c'est celui qui nous intéresse peut-être plus directement, c'est celui des territoires. Euh, Finalement, les territoires, on les a trouvés dans l'école, on les a trouvés dans certaines façons dans les organisations, dans le management, et les territoires sont aussi finalement des ressources, des acteurs qui sont plus horizontales, évidemment, qu'une entreprise qui a des éléments hiérarchiques, mais c'est des espaces, des lieux où on peut apprendre ensemble, où on peut finalement accroître ses capacités, où on peut aller vers ce que certains appelaient des compétences territoriales. On voit bien que quand on passe le management des organisations, des territoires, ben on voit qu'il y a des points communs et que du coup, cette notion de territoire apprenant, c'est effectivement peut-être un nouveau paradigme. Pour ce qui m'intéresse le plus, un paradigme en matière de développement durable, d'adaptation au changement, de résilience des territoires, avec l'idée finalement qu'un territoire apprenant, ben, c'est un processus dynamique, ça se construit peu à peu, c'est un processus collaboratif, on échange, on capitalise, on salue. Monsieur Riotor, Ah, pardon, Monsieur Riotor, on vous entend hyper mal, excusez-moi. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de désactiver la vidéo pour que le flux passant il soit meilleur? Je ne sais pas, Je fais ça, voilà. on peut peut-être essayer. Je Pardon vous de entends vous avoir très bien. interrompu. Voilà. Donc, juste pour terminer, hein, dire que voilà, ces territoires apprenants, c'est finalement, qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne, c'est l'idée qu'on va collaborer, apprendre ensemble, dialoguer, se faire confiance, être dans des partenariats. Et finalement, chaque partie prenante va de façon un peu cumulative apprendre. Et finalement, apprendre, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire mobiliser différents savoirs, différentes compétences et finalement jouer sur aussi bien, d'une certaine façon, la mémoire collective des territoires, mais aussi l'innovation. On parlait de recherche-développement tout à l'heure sur la Haute-Provence. C'est de la recherche-développement, de l'innovation, c'est de la mémoire collective, c'est de l'hybridation de tous les savoirs. Et c'est là où, si je peux dire, on en reparlera après, mais où la culture joue un très très grand rôle. La culture fait partie aussi de ces savoirs, de ces compétences, de cette capacité à faire collaborer de multiples acteurs. Et alors pour terminer, finalement, on peut se dire que ces dynamiques de territoire apprenant, c'est assez bien adapté à des espaces qui sont un peu en proximité. Alors c'est bien adapté, je dirais aussi bien à un quartier urbain, où il peut y avoir ces dynamiques collaboratives, que à des espaces ruraux dans lesquels voilà, il peut y avoir une proximité entre les acteurs. Mais peut-être encore plus, et on en reparlera après, finalement, c'est aussi dans ce dialogue entre les espaces urbains et ruraux, une multiplicité des interactions finalement des territoires d'aujourd'hui, que ces dynamiques apprenantes peuvent se construire. On les base pour se construire. Et donc finalement, je dirais que pour répondre à la question aussi, dans les travaux de recherche que l'on peut mener, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment dans ces espaces, dans ces relations rurales-urbains, se construisent finalement ces nouvelles capacités à travers un ancrage territorial, à travers la gestion en commun de ressources, comment se créent des organisations collectives, comment il y a des acteurs qui facilitent un peu cette apprenance, comment il y a des lieux d'échange, des tiers-lieux, des espaces culturels qui peuvent favoriser ces échanges. Alors évidemment, il peut y avoir toute une dimension aussi qui va intégrer le numérique, mais c'est un peu un autre sujet pour faciliter ces échanges. Donc voilà, cet ancrage territorial, ces dynamiques collectives apprenantes, tout ça va intéresser le chercheur parce que ça peut être un modèle pour comprendre des évolutions, mais finalement, c'est aussi une manière de revisiter tout ce que l'on a observé depuis des années dans les dynamiques des territoires. C'est un nouveau cadre d'analyse et c'est une nouvelle méthode. Et je termine là-dessus, parce qu'une dynamique apprenante, ce n'est pas d'un côté des sachants et de l'autre des gens qui doivent apprendre, c'est tout le monde qui apprend. Et donc le chercheur, du coup, il est dans une autre position, davantage participative, davantage voilà, d'échange, de collaboration, je l'ai dit, de dialogue permanent. Et donc ça modifie complètement nos méthodes d'approche en recherche. Voilà ces quelques mots, et pardon d'avoir peut-être été un peu long. On n'entend plus votre micro, Xavier. Là, voilà, peut-être. Là, c'est bon? Oui? Vous m'entendez? C'est bon. Oui, d'accord. Oui, peut-être, on a bien entendu effectivement que ce concept de territoire apprenant était à la croisée de différentes du coup, disciplines. Nous-mêmes, on les a retrouvées dans le démarrage du programme entre les partenaires, les différents partenaires qui étaient autour de la table, avec aussi la difficulté de construire un vocabulaire commun autour de ce concept de territoire apprenant, parce que voilà, avec nos cultures respectives, vous avez parlé, celle de la formation, celle du management de l'organisation, celle du développement territorial. Alors peut-être je reviens sur un mot. Vous avez dit finalement le concept il est valable pour des espaces à condition qu'il y ait la proximité. Est-ce que cette
proximité, finalement, aussi, elle n'est pas, elle n'est pas que, enfin, elle est géographique, mais pas que. Et finalement, dans des territoires ruraux avec des faibles densités, justement, ce qu'on essaie de regarder, c'est quel type de gouvernance est mis en place pour faciliter justement cette rencontre. Oui, tout à fait. Bon, le mot de proximité peut recouvrir plusieurs dimensions. Il y a évidemment, c'est la première idée qui vient, c'est ce que vous avez dit, la proximité géographique, hein, le fait que des acteurs. Alors voilà, j'ai dit, ça va faciliter la dynamique, hein. Le fait que les acteurs peuvent avoir une proximité géographique va permettre de construire ces dynamiques collectives apprenantes. C'est assez logique. Et encore une fois, ça peut être valable aussi dans un quartier, urbain, avec aussi des notions, je l'ai dit, de mémoire collective, voilà, qui vont être à une échelle de proximité géographique. Mais ce n'est pas seulement la proximité géographique, c'est d'autres formes de proximité aussi, de proximité par exemple parce qu'on partage des valeurs communes, parce qu'on est dans une proximité en termes d'organisation. Et donc, on appelle les proximités organisationnelles, qui peuvent donc fonctionner à des échelles plus larges, y compris justement dans un dialogue rural-urbain. On sera plutôt dans une logique de réseau, et c'est peut-être là aussi où le numérique peut jouer un rôle, mais on va construire d'autres formes de proximité qui peuvent permettre une même dynamique apprenante, hein, et y compris, par exemple, entre une métropole et puis des zones rurales, par exemple, hein, parce qu'on va partager des principes de réciprocité, par exemple, d'échange, et la culture peut être un très bon exemple. On va trouver une autre forme de proximité. Exactement. Ok. Et derrière vos démarches de chercheurs, finalement, c'est plutôt construire un cadre de lecture ou c'est aussi, alors je sais pas, modéliser. Est-ce que voilà, est-ce que justement ça change votre posture de chercheur et votre place de chercheur? Oui, je l'ai un peu dit. Je pense que voilà, ça permet à la fois ce cadre d'analyse, permet de revisiter les dynamiques territoriales, encore une fois, rurales par exemple. Voilà, moi j'avais beaucoup apprécié un ouvrage sorti l'année dernière qui analysait les dynamiques de l'Aubrac, du plateau de l'Aubrac, et qui montrait bien finalement ce terme était sorti dans le texte, hein, ça fait 700 pages, que finalement c'était peut-être le cœur de la compréhension de l'Aubrac, c'était une dynamique apprenante. Et donc de fait, c'est vrai que ça permet de revisiter, l'exemple de l'Aubrac est très bon, ça permet de comprendre des choses qu'on connaît depuis 30 ans dans certains territoires pour comprendre un peu pourquoi ils ont pris parfois une certaine avance, hein, dans des dynamiques de développement local. Mais effectivement, ça va un peu plus loin aussi parce que c'est peut-être l'occasion de modéliser certaines, voilà, encore une fois, certaines dynamiques. Et la modélisation, ça sert à réfléchir, hein. Je ne vais pas parler des modélisations épidémiologiques en ce moment, mais on dit qu'on se trompe parfois quand on modélise, mais c'est normal. Ça sert d'abord à réfléchir et à comprendre un petit peu. Après, il va y avoir le modèle ne va pas toujours être respecté, c'est tout à fait normal, mais ça sert à réfléchir, à comprendre des processus. Donc, c'est vrai que c'est un cadre qui va permettre peut-être d'aller vers une modélisation. Et puis j'ai beaucoup insisté sur le fait que ce que ça changeait beaucoup aussi quand on était notamment dans des approches de recherche-action, hein, de recherche-action-formation. J'ajouterais ces trois termes ensemble où on essaye de travailler ce que l'IFOCAP a pu faire, ce que Sol et Civilisation fait, ce que parfois des chercheurs font dans les territoires, ce que aussi les territoires recherchent eux-mêmes, hein, quand ils collaborent avec des chercheurs, voire des consultants, etc. Hein. C'est cette construction commune. Et dans cette construction commune, là, il y a un vrai changement aussi de paradigme qui est que la méthode d'une recherche-action-formation apprenante, c'est pas la même chose. C'est quelque chose où voilà, on est vraiment dans la co-construction permanente. Et ça, c'est aussi une rupture dans la manière de faire de la recherche. Alors peut-être dernière question en reliant avec le thème de ce webinaire qui est
la culture en trait d'union, voilà, quelle place justement. Le trait d'union, c'est aussi le fait qu'on parle souvent de ville apprenante, mais aussi de territoire. Là, on est sur la question des territoires et quel lien donc la culture permet de faire entre ces territoires. Alors, la culture, elle est le terme recouvre évidemment beaucoup de choses. D'abord, je dirais que voilà, on peut avoir une définition de la culture comme étant finalement une forme effectivement d'apprenance ou voilà, la culture, c'est apprendre d'une certaine façon. Hein. Déjà, bon, donc on voit bien que la culture irrigue l'ensemble des dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais si on cible un peu plus, effectivement, moi, il me semble que la dimension culturelle, elle est présente dans bon nombre, finalement, de composantes de ce modèle, hein, de ce système apprenant. C'est-à-dire que la culture, elle est à la fois un élément clé de l'ancrage dans un territoire, avec ses spécificités, ses lieux de culture, ses acteurs de la culture, cette vie associative, par exemple. Je pense que Philippe Bouellet pourra en reparler sur Clermont-Ferrand. Voilà, la culture, elle participe à l'ancrage, hein, dans le territoire. Elle constitue des ressources pour le territoire. Voilà. Mais la culture est aussi au cœur des dynamiques d'apprentissage. Dans l'hybridation des savoirs, j'ai dit tout à l'heure, elle joue un rôle important. Et puis enfin, la culture est aussi dans cette capacité à créer du lien, à créer des réseaux, cette proximité géographique, cette proximité de valeurs partagées. Donc finalement, il n'y a pas de territoire apprenant sans culture. Et il n'y a pas finalement de réflexion sur le développement du territoire, sur les relations entre la ville et la campagne sans la culture. Je crois que la culture est un élément qui est finalement constitutif du territoire. Ok, ben merci en tout cas. Et puis je pense que ça va faire la transition en fait avec le témoignage de Madame Mioche, je rappelle présidente de l'association du centre culturel du château de Goutelas. Alors pour moi la connexion sur la fin était un peu moins bonne. J'espère que pour vous ça reste satisfaisant. Vous m'entendez bien? Oui? Oui. D'accord. Donc, peut-être, voilà, on pourrait démarrer, Madame Mioche, en présentant un peu l'histoire du château de Goutelas, enfin, et de l'association que vous présidez, à la fois peut-être pour certains qui se sont connectés des quatre coins de France, vous situez géographiquement et l'histoire de cette renaissance. Bien, bonjour. Voilà, donc on me demande très souvent de raconter l'histoire, la belle histoire de Goutelas. Alors, bon, Goutelas, c'est effectivement un lieu, c'est un château qui est un château patrimonial. Voilà, c'est une bâtisse qui a une longue histoire depuis le Moyen-Âge en passant par la Renaissance. Les crises de la Révolution, l'écroulement de l'identité château au XIXe siècle parce que dépouillé, transformé en ferme, enfin on peut dire une ferme, voilà, exploitation agricole, et puis la dégradation jusqu'à la ruine presque du château, et enfin sa renaissance à partir de 1961. Voilà. Donc nous sommes ici, ceux qui peuvent voir l'image, dans une salle relativement neuve et moderne, qui elle date de 2006. Donc c'est la dernière construction de ce château. Mais ce qui est important, c'est bien sûr que ce soit un lieu patrimonial, historique, parce qu'il y a une forme d'identité qui force quelquefois peut-être le respect. Ce qui est important, c'est
la situation parce que ce château, il est situé sur ce qu'on appelle une côte, c'est-à-dire entre plaine et montagne, et il est dans un territoire qui s'appelle le Forez, ou Forêt. Le Forez, c'est le centre du département de la Loire. Et c'est intéressant parce que ce territoire, il a, bon, comme toutes les anciennes provinces, bien sûr, une histoire, mais il a aussi la particularité d'avoir une identité littéraire et je crois que tout ça, ça fait de Goutelat et de son environnement quelque chose d'un peu spécifique. Ce qui est très plus particulier, mais qui ne se sépare pas de ce que je viens de dire, c'est la reconstruction du château. Voilà. Donc, à partir de 1961, sur une impulsion donnée par, je pense, un homme d'une trempe un peu hors du commun, qui s'appelait Paul Boucher et qui était à l'époque avocat, s'est dessinée une démarche de reconstruction du lieu qui a associé pendant plus de 10 ans des entités sociales et culturelles différentes. C'est-à-dire qu'autour de Paul Boucher, il y avait bien sûr ce qu'on appelle des intellectuels, c'est-à-dire des avocats, des médecins, des artistes. Et puis, il y avait le territoire avec les agriculteurs qui ont été une force importante lors des premiers travaux, puisqu'il fallait déblayer les ronces, il fallait couper les arbres qui avaient envahi le lieu. Et puis la troisième composante, ce sont les ouvriers. Et les ouvriers venaient non pas tellement du territoire, mais de la région lyonnaise, parce qu'ils ont été ramenés à Goutelat par l'énergie de Paul Boucher qui plaidait au prud'homme et qui a su rassembler des maçons, des électriciens, des plombiers, des menuisiers, une sorte, je ne sais pas comment dire, mais peut-être pas d'intelligentsia, mais peut-être d'excellence, comme il dit, Paul Boucher, des ouvriers. Il y avait beaucoup d'émigrés espagnols et tous ces gens ont travaillé ensemble pendant longtemps. Ils ont appris à se connaître. Goutelat, la reconstruction de Goutelat, c'est l'histoire d'une rencontre humaine. C'est l'histoire d'une ténacité, d'une fraternité et de ce que Paul Boucher appelle un amalgame. Voilà. Et il prenait comme image les soldats de l'an 2. C'était très intéressant de penser que ici, il y avait un combat. Il y avait le combat de restaurer un château, voilà, un lieu patrimonial, mettre des pierres sur des pierres, mais il y avait un autre combat qui était d'associer des hommes et de faire que ces gens, finalement, apprennent les uns des autres. Et c'est ce qui s'est effectivement produit, puisque bon, la restauration de Goutelat, tout à l'heure, enfin, on peut rapprocher de ce qui a été dit, c'est une sorte de formation-action, ou action-formation, puisque c'est la prise de conscience, notamment pour les paysans, les agriculteurs du territoire, de ce qu'est un territoire. Que c'est une identité à vivre, que c'est une identité à partager, que c'est une identité à développer. Et il y a eu ici l'embryon, à travers ce château, à travers la reconstruction du château, de ce qui a constitué les prémices de l'entité du pays de Forêt. Voilà. Donc c'est intéressant, ça c'est l'aspect historique. Voilà. J'entends rien. Pardon, je crois que vous ne m'avez pas entendu. Le processus a été tout aussi important que le résultat. Oui, je pense que oui. Et
Et c'est effectivement, bon, puisqu'on parle, je suis là pour parler un peu de culture. Je pense que la définition de la culture qui a été donnée à ce moment-là et qui est encore au cœur de la façon qu'a aujourd'hui le Centre culturel de rencontre de travailler, c'est que la culture, c'est la mise en mouvement des intelligences, des cœurs et des volontés. Et c'est une dynamique, la culture. Et c'est ce qui est au cœur, justement, de notre façon de travailler aujourd'hui. L'association que je préside date de 1962. Je suis donc le 5e présidente de cette association qui gère le lieu, qui n'en est pas propriétaire, selon le vœu des restaurateurs, donc de Paul Boucher bien sûr, mais aussi de celui qui a donné le château et qui est un agriculteur, qui s'appelait Noël Durand. Eh bien, le château a été donné au pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est propriété de la collectivité qui est la Loire-Forêt Agglomération, une entité de 110 000 habitants et de 85 communes, je crois. Voilà. Donc, l'association n'est pas propriétaire, elle est seulement âme. Elle est l'animation, voilà. Et animer, c'est ça, c'est donner une âme. Et ce château a une âme. Et je pense, et je souhaite, et je travaille pour ça, que la culture à Gouttela, c'est une âme. Et je pense aujourd'hui, du coup, que c'est la programmation et la façon dont vous travaillez la programmation qui entretient cette flamme. Vous avez beaucoup insisté sur le mot rencontre. On parle ce matin de la culture comme un lien aussi entre la ville et la campagne. Je crois que vous avez dit que vous vouliez pas faire de différenciation de culture entre une culture rurale et une culture urbaine, mais par contre en faire un lieu de rencontre et de construction peut-être d'une culture commune. Oui, alors je pense que Gouttela, qui a obtenu le label Centre culturel de rencontre en 2015, est vraiment un lieu de rencontre. C'est ça pour nous, dans cet intitulé Centre culturel de rencontre, bien sûr, il y a le mot centre, il y a le mot culturel et il y a le mot rencontre. Et bon, la rencontre est pour nous le mot important, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une culture non pas centripète, mais centrifuge, et que dans les actions qui sont faites par le centre culturel, il y a des actions dans les murs, des actions hors les murs. Il y a des liens qui sont créés justement par le fait que c'est une association et il se passe des choses à l'intérieur de l'association, à l'intérieur des groupes de travail qui animent et qui partagent la programmation culturelle avec les salariés. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a le fait que, à travers les bénévoles, eh bien, se crée le lien avec d'autres associations. L'entité associative est importante. On pense que sur notre territoire, qui est très riche en associations, on ne peut que gagner à être en lien. Maintenant, au niveau de la programmation, eh bien, il y a aussi des liens qui se font avec des structures culturelles, d'autres structures culturelles du territoire, des théâtres, cinémas, médiathèques. Il y a ce réseau-là, mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi, à travers un centre culturel de rencontre, eh bien, une notion de réseau qui dépasse le territoire. Il y a le réseau des centres culturels de rencontre, il y a le réseau avec d'autres lieux culturels qui sont quelquefois très urbains. Par exemple, les subsistances à Lyon ou d'autres entités culturelles qui sont le fait, enfin, ce réseau-là est plutôt le fait de l'équipe professionnelle que des bénévoles. Longtemps, Gouttela a fonctionné sur les réseaux uniquement des bénévoles, puisqu'il y avait très peu de professionnels, sauf pour l'accueil des résidences, des stages, qui constituent aussi
un élément important de l'identité de Goutla. Il n'y a pas que de la programmation. Il y a l'accueil en résidence et il y a l'accueil de stages et de séminaires. Et là, bon, on déborde vraiment le territoire, puisqu'on a des gens qui ne connaissent de la France que Goutla. Il y a notamment à travers certains groupes de musique des Japonais qui n'ont jamais connu de la France que Goutla. Alors, bon, c'est amusant, c'est anecdotique. Ce qui est moins anecdotique, c'est qu'un certain nombre de stages et de séminaires donnent lieu à des communications au territoire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de territoires où il y a eu des communications sur l'astrophysique en plein milieu du rural. Voilà. Donc, moi, quand on dit le lien urbain-rural, moi, j'ai envie de dépasser ce clivage-là, surtout qu'un territoire comme le nôtre, il est déjà intermédiaire entre un périurbain et un rural profond, et que ce qui est important, c'est pour moi le décloisonnement. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'hybridation, c'est un peu ça. Nous, quand on a ici des concerts, bah, évidemment, il y a un public local, mais il y a un public qui vient d'ailleurs. Et comme ça se développe actuellement, on a des expositions qui utilisent les nouvelles technologies et énormément de digital. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui paraît urbain parce que c'est moderne. Mais il ne faut pas croire que la campagne, c'est quelque chose qui est complètement reculé. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Il y a le lien, eh bien, il faut avoir le courage, finalement, de passer par-dessus des concepts ou par-dessus des idées figées. Il n'y a pas la campagne d'un côté, la ville de l'autre. Il y a des gens. Et c'est ça. Et moi, ce que je trouve important, c'est que apprendre les uns des autres, c'est apprendre en humanité. Apprendre son territoire, apprendre de son territoire, c'est aussi grandir un peu en humanité. Et depuis qu'on s'est rencontrés avec Sol et Civilisation, moi j'ai toujours mis en avant une action particulière de Goutla qui est les abris de fortune, parce que cette construction d'abris éphémères ou de création artistique qui s'implantent sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, ça permet au territoire de comprendre certains lieux ou certaines valeurs portées par le territoire, puisque ça se construit sur des thématiques. Ça permet aussi d'attirer des gens, de faire visiter le territoire autrement, et ça permet de faire travailler ensemble des artistes venus d'ailleurs, des gens du territoire qui viennent donner la main bénévolement, et puis aussi des entreprises qui fournissent les matériaux, etc. On fait rentrer aussi les entreprises dans la culture, petitement, mais un petit peu. Oui, on voit bien, en tout cas, c'est intéressant, entre la première partie où vous rappelez l'histoire avec le fondateur qui crée déjà un réseau, un maillage entre des personnes de milieux différents, voilà, vous l'avez précisé, et puis finalement, l'histoire, ça a été de poursuivre ce maillage, alors avec de nouveaux acteurs, et voilà, et surtout quelque chose qui amène une ouverture permanente, un renouvellement permanent. Oui, c'est ça. À travers la richesse des rencontres, quoi. Voilà. Et donc, bon, ça va effectivement des relations intérieures, internes au territoire, des relations quelquefois entre associations. On a des actions qui sont uniquement des réseaux associatifs, par exemple les conférences gesticulées qui se pratiquent sur le territoire. Bon, ça, c'est de l'éducation populaire. On travaille avec d'autres associations, avec le MRJC, avec centres sociaux, avec voilà, ce genre de public-là et ce genre d'associations. Bon, il y a ça. Il y a effectivement, je parlais des relations avec les structures culturelles. Voilà, ça, c'est un autre cercle. Et puis, à travers les réseaux des centres culturels de rencontre, à travers les résidences, quand on a des résidents qui viennent de pays étrangers, qui viennent du Liban, qui viennent du Brésil, etc., et qu'on
on accueille du public pour rendre compte de ces résidences, soit à travers des projections de films, où on a eu beaucoup de street artistes à travers des créations, etc. Voilà, on crée du lien. On dit, mais le monde, le monde, il est grand et ce n'est pas... ici, on a à la fois un petit forêt, mais un monde qui est important tout autour. Et le forêt n'est pas coupé du monde et Goutela n'est pas coupé du forêt. Il faut que tout cela circule. Et tout à l'heure, je disais, bah oui, ce qui est important, c'est ce qu'on partage, qu'on peut partager et qui aide les uns et les autres, eh bien, bon, à grandir en humanité. C'est vraiment important. Ici, on est quand même on est un petit territoire, mais on a un CADA. Et on a aussi cette humanité-là qui vient percuter ce qu'est le territoire. Bon, nous, à Goutela, on fait beaucoup d'actions avec les enfants et les jeunes du CADA. On fait des actions avec les scolaires, on fait des actions avec les apiculteurs. En fait, c'est quand même, c'est un monde. Voilà, on est dans. Tout à l'heure, on a parlé de l'hybridation. Bon, ben oui, c'est vrai. On est, moi, dans ce que je voudrais appeler la créolisation. Voilà. Joli, très joli. Mais c'est pas de moi, hein. Vous savez, c'est agis en Oui. ton lieu, pense avec le monde. On est dans la pensée de Glissant, d'Édouard Glissant, voilà. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, en tout cas ici, voilà. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, merci pour ce témoignage. Peut-être on reviendra après sur quelques questions par rapport à, voilà, à cette expérience de Goutela. Un parallèle, du coup, maintenant, on va essayer de voir avec Philippe Bouélé. Vous m'entendez? Oui, je crois vous entendre bien. Ouais. Eh bien, très bien. Donc, vous êtes chargé de mission à la ville, enfin, chargé de mission ville apprenante à la ville de Clermont-Ferrand. Alors, on pourrait s'interroger pourquoi une agglomération urbaine s'invite dans la programmation de territoires apprenants à visée plutôt rurale. Mais lorsque je vous ai joint, vous avez de suite replacé le projet de ville apprenante dans un espace plus large, celui de l'Auvergne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, voilà, de ce qui a porté Clermont-Ferrand à s'inscrire dans ce réseau mondial UNESCO des villes apprenantes? Voilà, il y a plusieurs questions. Bonjour d'abord à tous et à toutes. Et même si vous ne me voyez pas, car le réseau Teams, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Voilà. Donc, je dis d'ailleurs souvent, et ça c'est très apprenant, qu'utiliser Zoom, c'est formidable parce que même si la crainte est que nos amis de Chine nous écoutent, eh bien, au contraire, ils ne feront qu'apprendre grâce à l'écoute sur Zoom, puisque vous savez que c'est l'accusation que l'on nourrit, un peu complotiste, que l'on nourrit sur Zoom. Alors, sur Zoom, vous m'auriez vu, sur Teams, vous n'allez que m'entendre, mais ce n'est pas grave. Je vous vois et je suis très heureux d'être avec vous. Pour essayer de répondre à une question qui est en fait qui m'oblige à tenter de dire d'abord pourquoi Clermont-Ferrand est une ville apprenante, qui m'oblige à dire en quoi qu'est-ce que la ville et une relation avec un territoire beaucoup plus vaste. Alors, en quoi Clermont-Ferrand est une ville apprenante? Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit notre collègue du château de Goutela, Madame Mioche, sur le fait de grandir en humanité, comment grandir en humanité justement dans toutes ces proximités. Autre mot important qui a été prononcé par Laurent Rioteur tout à l'heure, dans toutes nos proximités. Et quelquefois, nos proximités ne sont pas d'ailleurs uniquement que géographiques. Et c'est tout le sens d'ailleurs des villes apprenantes. Grandir en proximité, dans toutes nos proximités, y compris de valeur, et donc avec le monde, dans cette hybridation à la fois personnelle de ce que nous sommes les uns les autres, des êtres pluriculturels, multi-identitaires, hybridés depuis fort longtemps, hein, des organismes génétiquement modifiés, chacun d'entre nous, et puis sur des villes et des territoires elles-mêmes
totalement hybridée depuis fort longtemps. Mais il y a, si vous voulez, il faut toujours essayer de partir peut-être d'une démarche qui serait celle que j'aime beaucoup, moi, de Walter Benjamin, lorsqu'il écrit Les Passages. C'est aussi, c'est-à-dire la question des arpentages. Une ville apprenante, c'est une ville qui s'arpente elle-même et qui arpente son territoire, qui va construire topographiquement à la fois la ville, mais qui va la construire 10 fois, 100 fois, à partir de tous les passages, de toutes les hybridations, à la fois de toutes ces portes, de ces cimetières, de ces gares, de ces noms de rues, car finalement, une ville, elle porte, je dirais, toute l'histoire d'un territoire qui est bien plus vaste que le sien intramuros. Il y a une rue de l'Aubrac à Clermont-Ferrand, et s'il y a une rue de l'Aubrac à Clermont-Ferrand pour envoyer à l'Auvergne et au Massif central, ce n'est pas simplement parce qu'un jour on a cherché un nom de territoire, c'est que à Clermont-Ferrand, il y a l'Aubrac. Mais à Clermont-Ferrand, il y a aussi le Vietnam. Mais à Clermont-Ferrand, il y a aussi une part de la Méditerranée. Et il y a au fond un monde, un petit monde, qui se construit historiquement, industriellement, au fil des siècles. Donc, au fond, c'est ça la ville. C'est pas une séparation entre ce que serait d'un côté la ville et puis de l'autre côté les territoires ruraux et les autres territoires du monde. C'est pour ça que moi j'insiste toujours, ville apprenante UNESCO. C'est pas seulement d'être dans des apprentissages, c'est d'être dans des apprentissages sur des valeurs communes que nous pouvons partager, des valeurs universelles que nous pouvons partager avec d'autres. Et donc, construire topographiquement un territoire dans cette proximité, c'est savoir lire, à la fois lire les rues d'une ville, mais lire le territoire dans lequel nous nous trouvons, lire les territoires avec lesquels nous entretenons des relations économiques, sociales, culturelles. Donc, si j'ai souhaité vraiment vous parler de ça, de Walter Benjamin, c'est qu'au fond, comment dire, dans une ville, il y a à la fois ce qui nous est immédiatement perceptible, ce qui nous est visible, et puis en même temps ce qui est invisible. Et quelquefois, y compris des hommes et des femmes qui sont renvoyés à l'invisibilité. Et moi, je salue, en tout cas, enfin, je salue, je n'ai pas à distribuer des bons et des mauvais points, mais en tout cas, je trouve très heureux qu'au château de Goutela et dans ce petit territoire, il y ait justement un CADA, c'est-à-dire un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, pour ceux qui sont amenés eux aussi à hybrider la ville, notre territoire, à le créoliser, pour reprendre le terme d'Édouard Glissant, mais cette créolisation, elle n'est pas seulement celle du monde, elle est pour nous une créolisation à l'échelle de l'Auvergne, à l'échelle d'un massif central. Et Laurent Riotor pourrait nous dire à quel point ce fut une invention géologique à laquelle nous n'avons eu de sens de tenter de trouver une identité culturelle. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais je mon pense sentiment, c'est que je ne voudrais pas que nous soyons sans cesse renvoyés à la technicité des apprentissages ou à la technicité d'un développement territorial, mais que nous pensions d'abord que derrière cette question des villes apprenantes, comme l'a dit et sur lequel vraiment Laurent a insisté et Madame Mioche également, c'est que d'abord, il y a derrière un projet de société. Que c'est d'abord ça que nous défendons au travers. Et pourquoi, voilà, et au fond, c'est ce projet de société. Quand vous me dites Clermont-Ferrand, pourquoi Clermont-Ferrand? Ben, peut-être parce que nous défendons un projet de société qui s'écrit avec tous, où il n'y a pas, comme le rappelait Laurent, des ignorants et puis des gens qui seraient des sachants, où les savoirs seraient uniquement descendraient du haut, mais qu'au contraire, chacun peut être récepteur et émetteur de savoir. Et enfin, oui, bien sûr que tout cela part de cette école, hein, de l'école, de l'éducation,
de l'éducation populaire, de l'éducation formelle et de l'éducation informelle, de ce rapport, de cette façon de tisser des relations entre l'éducation populaire et l'éducation formelle, et de construire ensemble le territoire. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez du coup nous parler d'actions conduites à l'échelle de l'agglomération sur que vous rentrez, que vous pensez comme emblématique justement de ces démarches apprenantes, hein? Oui, mais ça, je réponds souvent qu'il y a à la fois des exemples très concrets qui peuvent être sur des toutes petites échelles. Par exemple, comment on va développer la question des jardins dans la ville. Comment est-ce que, voilà, c'est pas du paysagisme, c'est la façon dont, y compris des habitants, vont transmettre ou accepter ou recevoir des savoirs sur les jardins, les jardins des saveurs, le jardin des senteurs, le jardin des potagers aussi, sans, sans évidemment penser un seul instant que l'agriculture urbaine pourrait nourrir demain la ville. Parce qu'il y a une autre question sur le développement territorial et qui concerne les villes apprenantes. Je vais y venir hein, sur la question du concret, mais le concret, il s'invente tous les jours, en fait. C'est de penser que la ville ne peut plus se considérer ou ne doit pas se considérer comme uniquement dans une relation d'extraction des richesses et des énergies des territoires qui l'entourent, de ses marches ou de ses marges, comme on voudra. On ne peut, parce que la ville, au fond, elle se nourrit des territoires qui l'entourent. Elle tire son énergie, son eau des territoires qui l'entourent. Or, il faut que dans cette pensée d'un développement territorial différent, à la fois biosourcé, relocalisé, il faut bien penser que la ville doit établir avec ces territoires des relations fondées sur l'équité, sur des rapports d'égalité, et non pas sur cette grosse métropole qui ferait vivre, qui serait en quelque sorte la locomotive d'un territoire dans lequel les autres ne seraient que des wagons. Et ça, par exemple, c'est du concret. Parce que quand on construit une métropole, quand on construit une ville, une métropole, comme Clermont-Ferrand, qui construit aussi, qui elle-même est dans une dynamique de métropolisation, y compris administrative, puisqu'elle est métropole. Lorsque là, du coup, c'est du concret, parce que comment nous allons établir nos relations, comment nous allons tirer profit sur un plan même pour nous nourrir demain. Quelles relations nous allons avoir avec les agriculteurs, les éleveurs qui font vivre les territoires qui nous entourent. Ça, c'est du concret, ce sont des relations économiques que nous voulons, nous, équitables, égalitaires, et qui participeraient d'un développement harmonieux, en fait, de l'ensemble des territoires qui nous entourent, y compris à l'échelle du Massif central. Donc ça, c'est vraiment Et je me permets de rebondir justement sur ça, peut-être sur la question de comment vous accompagnez les équipes, les hommes sur le terrain dans ces postures-là. Voilà. Est-ce que voilà, vous avez une équipe d'animation pour porter ces projets, ou en tout cas comment la ville entretient justement ces ressources humaines autour de cette posture? Alors, l'équipe d'animation, je dirais que c'est quand on parle d'une ville, ce sont tous les fonctionnaires d'une ville. Ce sont tous ceux qui, fonctionnaires et partenaires, opérateurs, qui justement mettent en œuvre les politiques publiques. Et que là encore, il faut convaincre. Parce que la question d'être la grande ville, d'être une capitale, etc., elle irrigue aussi des comportements, une façon de se penser au monde et de se penser sur un territoire. Alors, d'abord, l'équipe d'animation, pour moi, ou c'est l'équipe de réflexion, de pensée, c'est ce workshop que nous avons constitué avec des universitaires, avec des associatifs, avec
je dirais, ceux qui ont créé, qui ont fondé en quelque sorte la ville apprenante et dont Laurent Rioteur fait également partie. Voilà, fait évidemment partie. Donc, il y a une équipe qui essaye de dire des choses, de penser des choses, de les transmettre à l'ensemble des services de la ville de Clermont-Ferrand. Et vous savez, par exemple, c'est penser cette relation au territoire, c'est aussi penser la relation aux citoyens. Si j'ai en face de moi quelqu'un dont je considère d'abord qu'il sait quelque chose, qu'il peut me transmettre, alors je n'aurai pas la même relation avec lui que si je ne le vois que comme un usager, comme un, je dirais comme quelqu'un qui vient au guichet, qui vient bénéficier, demander le bénéfice d'un droit au guichet de la ville. Vous voyez, je ne le considère pas de la même façon et je ne construis pas ma ville de la même façon entre des usagers d'un côté et puis finalement des citoyens porteurs de savoir. Alors tout ça est concret, on pourrait dire que évidemment on peut construire des projets avec des enseignants d'aquaponie, d'installation d'aquaponie sur un collège, et puis que finalement par la chaîne du vivant, eh bien, on finit par relier le collège avec l'école, que l'on ne voyait pas nécessairement, bien que finalement les collégiens n'étaient que les anciens élèves de l'école d'à côté, de par le secteur de recrutement. Mais finalement, nous étions au collège, donc l'école d'à côté n'était pas dans leur regard, elle était dans leur champ. Et bien, vous voyez comment, en installant un système d'aquaponie, c'est-à-dire de la truite qui va donner des bactéries, voilà, par l'alimentation, ces bactéries qui vont nourrir le végétal, et le végétal du petit jardin potager pédagogique de l'école d'à côté, eh bien tout d'un coup, des liens se tissent entre les enseignants, et peut-être qu'une forme de pensée d'une continuité éducative pour les élèves se crée et se construit à partir d'une seule installation. Alors ça, vous voyez, c'est très, je dirais que c'est le micro-projet en lui-même. Les plus grands projets, bien sûr, c'est le plan alimentation. Voilà, c'est l'ensemble des dispositifs qu'une ville ou qu'une métropole met en œuvre avec les territoires qui l'entourent. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas trop confus, c'est le matin. Hein. Non, non. Je ne suis pas nourri de l'expérience de la journée, donc parce que c'est important de se nourrir de l'expérience de la journée. Ouais. On vous sent bien réveillé, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. Peut-être qu'on pourrait passer sur une phase maintenant un peu de questions aussi. Quelles sont les interrogations que ces témoignages soulèvent? Alors, j'ai envie de donner la parole peut-être dans un premier temps aux partenaires du programme, que ce soit, je ne sais pas, dites-moi Brigitte ou André, est-ce que vous avez des réactions, des questions à poser? Hop, le micro circule. Bonjour, André Durand, je travaille dans une communauté de communes près de Nantes, la communauté de communes Erdre-et-Gèvres. Et justement, il y avait, en principale question, moi j'ai cette notion d'accompagnement qui se pose. Bon, on a entendu des choses très très intéressantes, mais je vois bien que, enfin en tout cas chez moi, sur ce territoire qui compte près de 65 000 habitants, cette question d'accompagnement, elle peut être au centre d'actions possibles, ou en tout cas de développement de façon de faire. Voilà, donc j'aurais bien aimé avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Alors peut-être on donne la parole Monsieur Bouélé, peut-être sur ces questions. Vous avez déjà commencé un peu à donner quelques éléments. Peut-être moi, ce que m'inspire aussi, peut-être les différents témoignages aussi, c'est qu'on approche, et le lien entre vos différents témoignages, c'est qu'on approche des notions peut-être plus
un concept plus complexe qui, on l'a vu au début, croise plusieurs regards, plusieurs disciplines. Et peut-être dans le témoignage de M. Bouélé qui parle d'un workshop, finalement, c'est la façon de mettre en place en fait un lieu d'échange justement et de croisement de ces différentes disciplines. Est-ce que finalement c'est pas ça la nécessité aujourd'hui d'avoir ces espaces-là pour accompagner cette dynamique et cette culture générale à l'échelle d'un territoire? Alors je sais pas, peut-être il y a aussi à l'image Monsieur Riotor, mais allez-y, je sais pas, moi j'ai Monsieur Riotor à l'image, si vous voulez réagir, et puis on laissera Monsieur Bouélé compléter. Voilà, pardon, j'ouvrais le micro. Oui, Philippe pourra porter des éléments peut-être encore plus concrets, mais effectivement, alors, on peut de toute façon toujours s'interroger sur le mot accompagnement. Qu'est-ce qu'il recouvre? Il peut recouvrir une dimension, là aussi peut-être un peu descendante. Il y a des personnes qui savent et qui vont accompagner des porteurs de projets, qui vont accompagner des citoyens dans leurs initiatives. Mais évidemment, ce n'était pas le sens du propos. Moi, derrière ce mot d'accompagnement, je mets bien l'idée de la co-construction, hein, et encore une fois, de l'amalgame, pour utiliser le terme qui a été mobilisé tout à l'heure. Hein, c'est l'accompagnement, c'est le partage, c'est la co-construction qui va être au cœur des dynamiques apprenantes. Mais j'ajouterais aussi que derrière cette forme-là d'accompagnement co-construction, on va dire, il y a évidemment des ingrédients du territoire apprenant qui renvoient bien souvent, évidemment, à des citoyens, des habitants, à des collectifs, hein, d'une part, parfois à certains leaders qui peuvent être politiques, qui peuvent construire un projet. Et on l'a vu dans le cadre du château de Goutelab, il y a eu un leader, évidemment, mais qui a très vite construit autour de lui une dynamique collective. Et puis, il y a un troisième niveau dans les territoires apprenants, c'est le rôle que peuvent jouer, je l'évoquais tout à l'heure aussi, voilà, des facilitateurs, des intermédiateurs, en quelque sorte, on pourrait dire, qui vont faciliter justement cet amalgame, cette créolisation, tous les termes qui ont été utilisés. Et voilà, derrière cette idée d'accompagnement, il me semble important d'avoir à la fois de la facilitation, et c'est là aussi où différents types d'acteurs très divers peuvent jouer un rôle. Ça peut être, bon, ça a été évoqué pour Clermont, des acteurs du monde associatif, ça peut être des universitaires qui vont pas être là pour accompagner au sens strict du terme, mais parfois pour faciliter l'émergence de dynamiques apprenantes collectives, pour faciliter l'émergence de projets, y compris dans le champ culturel, et qui vont jouer un peu ce rôle d'intermédiation, de facilitation. Moi, c'est plutôt ça que je mettrais derrière le mot accompagnement. Merci. Alors peut-être Monsieur Bouélé, est-ce que vous complétez justement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure? On comprend qu'il y a à la fois ce workshop qui est un espace de pensée, et puis après c'est comment cet espace se diffuse après, voilà, auprès des acteurs aussi du terrain. N'oubliez pas d'activer votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Ah, très bien, merci. Oui, effectivement, j'écoutais Laurent, et tout est dans l'idée d'accompagnement. Voilà, parce que c'est là où justement les relations d'égalité entre les territoires finalement se scratch. Voilà, c'est-à-dire dès lors que un territoire va accompagner l'autre. Donc, en plus, vous avez de la chance d'être dans un territoire, me semble-t-il, maraîcher, en tout cas si ma mémoire est bonne, où il y avait autrefois, en tout cas,
Dans ma jeunesse, je l'ai connu ainsi, du côté de Nantes, du maraîchage, l'Erdre voilà, qui alimentait aussi Nantes. Donc, finalement, vous avez aussi accompagné la richesse et la fortune de Nantes. Donc, je pense que c'est comme cela qu'il faut se situer. Et évidemment, reprendre ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire de réunir autour de soi ceux qui sont, au fond, les amoureux du territoire, ceux qui ont envie comment dire, de partager et de construire son histoire. Donc, c'est le fameux workshop dont parlait Laurent, c'est-à-dire à la fois réunir des universitaires, des sociologues, être évidemment très pluridisciplinaire. Mais c'est vraiment ça. C'est penser à un moment donné que vous accompagnez tout autant le développement de Nantes que Nantes peut accompagner le développement de votre territoire. Et le penser ainsi. Parce que sinon, eh bien, quelque part, quelque part, oui, vous ne serez pas accompagné, vous serez dirigé. Voilà. Donc, construire un workshop, je pense, avec notamment ceux qui sont au bord de l'Erdre, ses habitants, parce que quand même, hein, on y fait encore de l'aviron. Enfin, moi, je me souviens d'un temps où on y faisait de la barque et aussi de l'aviron, il me semble-t-il. Donc, il y a des activités sportives, il y a du maraîchage, il y a des gens qui savent des choses que la ville ne sait pas, que les gens de la ville ne savent pas. Merci. Merci. Peut-être Brigitte, une réaction? Brigitte Géhen de l'Union des maisons familiales rurales. Voilà, c'est bon. Pas tant. Merci vraiment pour vos interventions, à la fois la qualité, la richesse qui nous invite à revisiter aussi nos conceptions et certainement nos actions, nos pratiques. En fait, ce que m'inspiraient vos interventions respectives, c'est d'abord, Madame Mioche, hein, vous avez évoqué, enfin c'était très fort, mais chacun d'entre vous, cette question de nos humanités, c'est-à-dire, c'est vrai que les maisons familiales rurales ont été créées par des familles, elles ont associé les professionnels, les acteurs de territoire, dans cette grande ambition de permettre à des jeunes de grandir, de construire leurs projets, de devenir à la fois de bons professionnels, mais des citoyens et, comment dire, au-delà de la formation, c'est bien d'éducation qu'il s'agit. Au sein du réseau des MFR, on parle d'éducation au monde au pluriel et aux autres. Donc, un premier point. Ensuite, cela m'amenait à revisiter la place. Comment dire, Monsieur Rietor, hein, vous avez évoqué cette relation entre des mondes différents et du coup, ça m'a conduit aussi à revisiter la place de l'enseignement ou en tout cas de nos systèmes d'éducation. Du coup, cela m'invitait aussi à reprendre l'ambition de l'enseignement agricole depuis les années 60 au travers de l'éducation socioculturelle. Qui est une particularité en France, une éducation à la communication humaine, à l'autonomie et à la coopération, une éducation à l'environnement socioculturel, une éducation artistique. Et en fait, comment dire, cette éducation socioculturelle qui fait partie des programmes n'est pas considérée comme un enseignement. Elle se vit, ou en tout cas, comment dire, nous sommes invités à le mettre en œuvre au travers de projets. Et donc, du coup, l'expérience des MFR, ce champ des possibles permis par l'enseignement agricole,
finalement nous permettent de regarder comment se vit la culture au travers des projets. Ces projets relient à la fois des jeunes en formation, relient des collectivités, relient des familles, et on retrouve, j'allais dire, les composantes et puis je terminerai par une autre évocation. Comme tout un chacun, nous sommes conduits à nous adapter, à nous ajuster. Nous avions un événement prévu en région Grand Est en 2020, l'Université itinérante des territoires ruraux, que voilà, nous avons transformé en web-série. Et j'ai été très marquée par la parole de jeunes de moins de 20 ans, mais de plus de 20 ans, qui souvent dans leurs propos parlaient de la culture, de l'importance de la culture dans leur vie, qui contribuait à rendre heureux, qui contribuait à faire grandir. Et c'est vrai que je pense à un jeune couple qui parlait de leur arrivée en territoire rural et qui avait souffert finalement de ce manque de culture qui était disponible puisqu'ils venaient de Berlin. Et en fait, agriculteurs, ils ont créé sur leur exploitation agricole, eh bien, voilà, ils ont, à un moment de l'année, ils vident, les bâtiments sont disponibles et ils en ont fait un lieu de culture. Donc, voilà, se dire que comment dire, même à une échelle individuelle, les projets sont aussi possibles à porter. Je terminerai juste en disant que pour la jeunesse, ce que j'ai entendu, c'est que il était question de ce rapport ville-campagne. En tout cas, cette jeune génération que nous avons pu entendre se sent attachée au local, mais se sent reliée au reste du monde. Et en fait, c'est aussi à travers la culture, possibilité d'entrer en compréhension, possibilité de dialogue que se place la culture. Donc peut-être cette question, peut-être avez-vous des choses à dire les uns et les autres sur justement territoire apprenant, faire territoire apprenant à la fois par la jeunesse. Et puis peut-être, nous ne l'avons pas évoqué, cette dimension intergénérationnelle peut-être. Peut-être que vous avez des choses à dire autour de ça, parce que là aussi, il y a peut-être un trait d'union. Merci en tout cas, merci beaucoup à chacun. Peut-être sur ce dernier volet de l'intergénérationnel, on pourrait poser la question à Madame Mioche, savoir voilà, au niveau de l'association, comment les générations cohabitent aujourd'hui. Oui, alors, donc d'abord, merci Brigitte, c'est ça, ouais. Parce que cette intervention qui met en relation la culture avec la jeunesse à travers des programmes d'éducation socio-culturelle qui sont la grande chance, je suis sûre, de l'enseignement agricole, ça c'est formidable. Nous travaillons à Goutla avec le campus Agronova, enfin, je sais plus, qui est à Précieux. Et c'est vraiment un interlocuteur très important parce que on voit la capacité d'ouverture qu'offrent ces établissements à leur jeunesse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec des établissements plus classiques. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps ici l'ensemble des lycées de la Loire sur leur expérience d'oralité. Voilà, à travers un petit concours qui s'appelle Les Envolés. Donc, on avait plein de jeunes ici et c'était intéressant. Mais eux, par exemple, ils ont découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient absolument pas, un lieu, mais qui leur était presque un émerveillement. Ils vivent, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus,
l'éducation nationale, et je suis bien placée pour en parler parce que j'en sors, c'est quand même un bastion. Et je pense que les acteurs de la culture que nous sommes, enfin, ici à Goutla, doivent aider à ouvrir ces bastions. Parce que franchement, c'est rendre un grand service à la jeunesse et à ceux et à l'humanité qu'ils vont construire que de les éveiller à autre chose. Alors, bon, on essaye, mais c'est pas facile hein, de casser, de casser cette représentation-là. Alors, ça peut se faire, ça se fait par le biais de ce qui n'est pas le scolaire, mais qui est, par exemple, les MJC. Ça se fait par le biais de, ici, on a une association qui s'appelle l'APIGE, l'Association pour l'intercommunalité des jeunes. Voilà. Donc, en les invitant à participer de façon bénévole à des moments forts qui se passent ici à Goutla. Alors, il faut les appâter avec des choses qui leur parlent, avec de la musique, par exemple, avec des concerts, mais pas que. C'est aussi la chance qu'on peut peut-être leur ouvrir une fois qu'ils ont mis un pied dans un lieu comme ça, où se croisent effectivement des savoirs très différents et des relations très différentes avec des entités parfois très culturelles, d'autres bon, moins culturelles. Je crois que c'est vraiment quelque chose voilà, qui nous intéresse. Je pense que les populations rurales ont vraiment j'en sais rien, mais on a des difficultés à fonctionner ensemble. Franchement, le moral a des villes se plan d'autres actions. Enfin, les jeunes, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du programme des conférences gesticulées, ou en tout cas de cette action d'éducation populaire qui essaye d'utiliser d'autres canaux que la conférence classique, mais quelque chose d'un petit peu plus en prise sur le vécu. Eh bien là, nous travaillons avec des jeunes, notamment donc avec le MRJC, ça c'est très clair, et ce sont des partenaires très, très intéressants. Alors, j'espère qu'on va arriver aussi à brancher les jeunes sur une action que nous menons avec des EHPAD ou avec des structures d'accompagnement pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de souffrances psychologiques, voilà, par le biais d'artistes qui viennent intervenir ou accompagner ces personnes pour montrer que ces gens-là sont aussi dans la vie. Et ça, voilà, ça peut intéresser. Je pense que ça doit mobiliser les jeunes. Parce que on n'est pas dans le soin, on est dans l'humanité, c'est ce que j'expliquais. Merci beaucoup. Peut-être, je crois qu'il y a Monsieur Bouellet qui souhaiterait prendre la parole, et puis après, je donnerai la parole à Gérard Peltre. Monsieur Bouellet, vous m'entendez? N'oubliez pas de désactiver le micro. C'est bon, on vous entend. Très rapidement, juste pour dire que aujourd'hui, hein, dans l'éducation nationale, qui est souvent apparue comme un bastion, quelquefois même une forteresse assiégée, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'éducation nationale, sur l'école, mais dire qu'aujourd'hui, ce qui se construit et que la pensée change, on est beaucoup plus sur l'idée de grande alliance éducative sur les territoires, où précisément éducation populaire, enseignants, mais aussi associatifs, artistes, architectes, universitaires, finalement s'entendent pour assurer une forme de continuité éducative à l'échelle d'une vie, et plus seulement d'ailleurs à l'échelle je dirais, d'un diplôme comme un baccalauréat à obtenir. Donc, je pense que vraiment la pensée change au cœur même de l'éducation nationale. C'est un grand paquebot, il évolue, mais quand même, ça c'est important. La deuxième chose, c'est que sur la question, oui, ce qui est formidable avec l'enseignement agricole, et nous en avons nous aussi à proximité de Carmont, avec lesquels évidemment dans ce rapport urbain-rural, nous avons des liens, je pense notamment à Marmilla, voilà, mais que
au départ quand même si aujourd'hui c'est une richesse incroyable, parce que c'est développé une méthodologie qui permet aux jeunes de progresser, d'inventer, d'être acteurs culturels eux-mêmes dans l'acquisition des savoirs et de construire aussi des savoirs. Au départ, quand même, ce qui était l'éducation socioculturelle, c'était parce qu'on voulait être moins exigeant à l'égard des jeunes de l'enseignement agricole que l'on souhaitait l'être vis-à-vis de ceux de l'enseignement général. Finalement, voilà, ça sera bien assez pour eux. Et finalement, la méthodologie, les méthodologies qui ont été développées par les enseignants, formidables dans ces établissements, eh bien, nous avons franchement, là, du coup, il y a de la transmission de savoir à faire en direction des équipes pédagogiques, des lycées, des collèges et des lycées des villes, en termes d'acquisition ou précisément de jeunes qui deviennent eux-mêmes des acteurs culturels, en fait, qui sont dans des dynamiques de projet et non pas seulement dans des dynamiques d'apprentissage ou de dispositifs culturels. Donc, c'est vraiment intéressant. Et voilà, c'est un exemple réel de ces transmissions de savoir que nous pouvons avoir de la part des territoires ruraux. Et puis, enfin, sur l'accompagnement, je pense que sur les territoires périurbains, ruraux, encore que ce soit difficile de parler de ruralité, il y a vraiment une prise de conscience très forte de ces territoires, parfois même grâce à ceux qui viennent de l'extérieur, qu'ils sont riches de culture. Voilà. Prise de conscience qu'ils sont eux-mêmes riches de culture. Il y a énormément de travail à faire sur les bâtiments, de sortir finalement de la notion des salles polyvalentes, etc., pour penser des tiers-lieux, pour penser des lieux culturels ouverts à tous. Mais là, pour le coup, il y a de l'accompagnement à faire avec des architectes, il y a des CUI, des conseils qui peuvent être pris, comment s'appelle, Laurent pourrait m'aider, bon, peu importe, mais en tout cas des maisons de l'architecture, etc. Donc, vraiment, il faut que les territoires s'emparent de tous les outils qui existent aujourd'hui à l'échelle de leur région ou de leur département pour être accompagnés dans leur propre projet à eux. Voilà. Merci. Peut-être avant de laisser la parole à Gérard Peltre, une petite question en complément. Parce que finalement, l'intervention de Brigitte Géant pose finalement aussi la question comment on prépare les acteurs de demain à être dans ces postures de co-construction, de démarche apprenante. Et j'avais envie de poser la question à Laurent Riotor, de savoir comment l'enseignement universitaire aussi évolue dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que ça fait partie aussi dans l'évolution des pédagogies? Est-ce qu'il y a des signes aujourd'hui d'évolution dans ce sens-là? N'oubliez pas de remettre le micro. Ah, on a perdu Laurent Riotor. Bon. Dans ce cas-là, peut-être je passe la parole à Gérard Peltre et puis on reviendra sur Laurent Riotor dès que la connexion est rétablie. Merci. Oui. Et bonjour. Gérard Peltre. Merci de me donner la parole. Je devrais vous quitter assez rapidement parce qu'on recrute un nouveau directeur à RED ce matin dans quelques minutes. Mais d'abord, bravo pour l'initiative et bravo pour ce séminaire hyper important. Mais il y a un élément que je n'ai pas trop entendu, c'est la conscience de son potentiel et le désir pour chaque territoire de découvrir le potentiel et la valeur ajoutée de l'autre. Et je parle des valeurs humaines, bien sûr, mais pas que. Ça, je ne l'ai pas trop entendu. Moi, je suis rural. Mes parents m'ont fait faire des études pour partir. Il faut savoir que les ruraux ont ça en eux d'une manière assez puissante. On leur a tellement expliqué que la destination, c'était la ville. Moi, je suis un rural qui aime les villes lorsqu'elles ne sont pas condescendantes, qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on parle de la même chose, mais on ne parle pas de la même chose.
quand on est dans un territoire rural, d'abord, il faut prendre conscience de sa valeur, de son potentiel, de ce que l'on peut apporter. Ensuite, de l'enjeu de convaincre l'autre, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, de convaincre l'autre de ce que l'on est pour s'apprivoiser, ça veut dire créer du lien. J'ai entendu ça chez les intervenants des uns et des autres. Mais on a des handicaps majeurs par rapport à ça. Quand on parle de région rurale, de territoire rural, on n'en a pas apporté une définition. RED en a proposé une, j'insiste pas dessus. Et si on a proposé cette définition, c'est pour être certain qu'on parle bien de la même chose. Et un territoire, c'est un lieu où les femmes et les hommes décident de se co-construire un destin commun et ensuite imaginent leur destin dans des coopérations avec leurs voisins, y compris urbains. Autre élément qui est hyper important, c'est cette notion qui affecte les territoires ruraux, cette notion de la masse critique. On part du principe que si on n'est pas une densité forte, sur un territoire à densité forte ou avec un grand nombre d'habitants, on n'est pas capable de s'inventer un futur avec d'autres. Faux, les dynamiques de réseau permettent ça. Troisième élément, la culture. Moi, j'ai initié dans la commune dont j'étais le maire pendant 37 ans, la création d'une dynamique culturelle, d'une grange théâtre pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans une logique de transmission-reprise. Et je puis vous assurer que les urbains et les ruraux se sont rencontrés, venaient régulièrement à la Grange Théâtre, comme les ruraux pensaient devoir obligatoirement se rendre au cinéma ou au théâtre ou à la salle de concert urbaine. Plus de différence, on peut effectivement co-construire ça avec un désir commun en valorisant nos différences. J'ai entendu tout ça, mais ce sur quoi je viens d'insister, souvenons-nous que les territoires ruraux sont résilients, comme les territoires urbains, sont des espaces d'innovation sociale et technologique, comme les territoires urbains. Et quand on associe les forces et qu'on a en plus cette dimension de l'espace à partager, on peut, dans ces périodes troublées, bousculer les montagnes sans les abîmer. Merci Gérard. Est-ce que Laurent Riotor nous a rejoint? Oui, je vous ai rejoint. Il y a eu une petite coupure, je vous ai rejoint. Merci. On avait peut-être une question, enfin j'orientais une question à votre attention. On a entendu Brigitte GM parler finalement du volet d'éducation socio-culturelle prôné par le réseau des maisons familiales et donc qui finalement permet de développer un certain nombre de compétences et d'habilités pour être acteur sur ces territoires apprenants. Et je posais la question est-ce qu'au niveau, là, pour le coup, à l'enseignant et pas au chercheur, mais est-ce qu'au niveau de l'université aussi, il y a des évolutions, on peut noter des évolutions pédagogiques peut-être sur les sujets que vous accompagnez aussi et qui montrent que voilà, il y a une prise en compte, une évolution pour prendre en compte ces nouvelles dimensions voilà, relationnelles. Et est-ce qu'on prépare des postures aussi d'animateurs et pas que de sachants sur les territoires? Oui, alors bon, je ne suis peut-être pas le mieux placé puisque je suis dans des formations j'interviens dans des formations qui traitent du développement local, qu'il soit rural, urbain, etc. Donc, toutes ces questions-là sont au cœur de nos formations depuis longtemps. Voilà, donc tout ça existe. Voilà, on sait bien qu'on forme aujourd'hui davantage des personnes qui vont animer, qui vont être dans l'échange, dans la co-construction, plus que dans l'ingénierie technique, pour reprendre le mot que Philippe avait utilisé tout à l'heure. Par contre, je citerai deux évolutions que je trouve intéressantes. D'abord, une première évolution qui est le fait que justement ces formations qui s'intéressent au développement territorial de plus en plus croisent hybride avec d'autres formations. Et par exemple, des formations qui sont liées au domaine culturel. Si on reste sur le sujet qu'on évoque aujourd'hui, on voit de plus en plus de rencontres avec ces formations qui sont sur la culture, avec des échanges, avec des formations, par exemple, autour de thématiques sur la santé. Voilà, c'est peut-être cette hybridation un peu plus pluridisciplinaire
disciplinaire qui fait partie des évolutions que je noterai. Et puis, un deuxième élément que je citerai, c'est finalement une initiative qu'on a construite, alors qui allait un peu de pair avec la démarche de la ville apprenante, qui est le fait qu'on a ouvert une formation pour les cadres de l'éducation nationale, qui depuis 4 ans, alors qui est ouvert à l'échelle nationale, qui pour le moment est un peu plus à l'échelle régionale, qui est donc une formation dans laquelle on accueille des cadres d'éducation nationale et où on essaye de leur apporter cette ouverture sur les territoires. Hein. C'est une formation qui s'appelle d'ailleurs Territoire et pilotage des systèmes éducatifs. Et voilà, et je trouve que voilà, on commence à je ne veux pas dire acculturer, le mot est un peu trop fort, mais à essayer de faire évoluer doucement ce système éducatif, éducation nationale, pour l'ouvrir à ces questions de territoire, de partenariat, d'échange. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce que l'on fait dans ce master, depuis l'origine, c'est d'aller passer une journée dans un établissement de l'enseignement agricole avec nos cadres de l'éducation nationale, parce qu'effectivement, il y a, alors tout n'est certainement pas parfait, mais il y a une grande avance dans l'enseignement agricole, à la fois sur ces volets d'éducation socio-culturelle, mais aussi et surtout peut-être dans cette immersion, dans cette mission fondamentale d'échange avec les territoires. Ce que, alors, et on demande à nos cadres d'éducation nationale de faire une note d'étonnement à chaque fois qu'ils ont passé une journée dans un établissement du ministère de l'Agriculture, et c'est ce qui ressort à chaque fois, c'est qu'il y a là une compréhension, une immersion dans les dynamiques territoriales, rurales ou parfois autour d'une petite ville, d'une ville moyenne, qui impressionne toujours nos cadres de l'éducation nationale et qui, en revenant, se disent il faut qu'on continue à construire ces partenariats. Donc voilà, c'est peut-être une forteresse, mais c'est une forteresse qui commence un peu à s'ouvrir et voilà, le modèle a peut-être été construit d'abord par l'enseignement agricole. Merci. Du coup, peut-être je vais passer la parole à Pascal Ract, responsable pédagogique de l'IFOCAP, qui connaît cette question de l'interdisciplinarité, puisqu'on est un peu à cheval entre la culture justement universitaire et la culture de l'enseignement agricole à l'IFOCAP. Pascal, n'oublie pas d'activer le micro. Oui. Voilà. C'est bon. Bonjour à tous, merci de me passer la parole. Alors, je n'allais pas intervenir en fait sur ce sujet, on va dire, du croisement des savoirs et de l'expérience. J'étais plutôt sur une idée qui me venait en vous écoutant. On a beaucoup parlé des ingrédients des territoires apprenants. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'effectivement un territoire se met en mouvement et devient apprenant. Et il y a eu une certaine insistance de mise sur la fonction d'animation. Alors, moi, ça m'interpelle, enfin, je trouve ça intéressant. Effectivement, nous, à l'IFOCAP, on forme des leaders, hein, donc on travaille beaucoup sur cette notion de leadership. Et dans le leadership, aujourd'hui, on a de moins en moins affaire à des pilotes, des gens qui dirigent, mais au contraire à des animateurs, facilitateurs, qui, en tout cas, voilà, qui font de cette notion d'animation un pivot un peu central de leur leadership, avec cette idée derrière d'animer, de mobiliser, de mettre en co-construction et voilà, on va dire d'actionner l'intelligence collective. Et moi, il me semble qu'il y a un autre rôle qui est important, mais qu'on passe un peu sous silence, et je pense que ça rejoint la question de l'art et de la culture sur les territoires, c'est une fonction de narrateur. Quand Gérald Perlt disait il faut que les gens aient conscience de leur potentiel sur leur territoire, souvent comment est-ce qu'elle émerge cette conscience? C'est parce que vous avez des personnages charismatiques, hein, qui sont capables de raconter des histoires, hein, qui donnent confiance, hein, dans l'histoire du territoire, ce qu'il a été capable de produire, la valeur qu'il recèle et ce qu'il pourrait construire à l'avenir. Hein, donc cette fonction de narrateur, capacité à symboliser, à mettre en histoire, moi je pense qu'elle est très très importante. C'est important que sur le territoire, on ait des narrateurs, enfin des leaders narrateurs qui mettent en récit. Et la place de l'art, je pense qu'elle est aussi là. Hein, c'est les artistes souvent qui se saisissent de cette fonction-là.
à leur manière, chacun, que ce soit avec les arts plastiques, avec la littérature, avec le théâtre, etc. Donc, je pense que si on a besoin effectivement de lieux comme Gouttela, par exemple, hein, comme le château, c'est aussi pour ça, hein, cette mise en récit qui est un moteur, qui énergise et qui fait aussi du lien entre les générations, comme disait aussi Brigitte, hein, relier l'histoire du passé, l'histoire en mouvement dans le présent, et puis ce qui pourrait se construire à l'avenir, hein, construire le fil narratif de tout ça. Voilà, c'était un peu l'impression que j'avais. Enfin, je vous renvoie du coup sous forme de questions. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette dimension-là? Est-ce qu'elle est suffisamment valorisée et développée dans les démarches et les dispositifs qui peuvent se mettre en place? Merci Pascal. Et peut-être du coup, je peux laisser la parole à Madame Mioche peut-être pour réagir par rapport à ça. Comment se renouvelle le récit? Parce que finalement, il vous a porté voilà, jusque-là, mais comment cette histoire se renouvelle? Ah, on ne vous entend pas? Non. Ça y est. Allez-y. C'est bon, il est débloqué mon micro. C'est bon, on vous entend. C'est une question très, très importante et pas forcément facile parce que on se rend compte que ce qu'on raconte de l'histoire de Gouttela ancienne, elle correspond aussi à un moment de l'histoire, en général, de la grande histoire. Les territoires ruraux, ils évoluent aussi. Les populations ne sont pas les mêmes. On a affaire énormément à des néo-ruraux ici maintenant. Et donc, ce qui est important, pour moi, c'est un vrai défi, c'est que ces néo-ruraux qui finalement sont des gens qui n'ont plus de culture, vraiment. C'est-à-dire ils viennent d'ailleurs, ils ne sont pas d'ici. La culture d'ici, qui la leur transmet? C'est ce que vous êtes en train de poser comme question. Voilà, qui leur transmet l'identité du territoire et qu'est-ce que eux peuvent apporter à ce territoire? Parce que eux, ils viennent d'ailleurs, à condition qu'ils aient conscience aussi de d'où ils viennent. Donc, c'est vraiment une question de rapport de conscience entre les gens. Mais pour répondre à votre question, en fait, transmettre le récit, on peut transmettre le récit de Gouttela. Moi, je pense qu'il faut surtout transmettre l'énergie de Gouttela dans la construction d'un territoire. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire ancienne. Je n'ai pas parlé d'une expérience qui s'est déroulée pendant les années 2000 et qui a été menée par Gouttela en lien avec la collectivité qui était à l'époque la communauté de communes. Donc, une entité relativement proche. Ce n'était pas très grand, la communauté de communes. Il y avait 18 communes. Ce n'était pas très grand. Et cette communauté de communes, et ça interroge le rôle des élus, avait pris une charte de territoire, avait essayé de construire une charte de territoire et avait pris la compétence culture. Donc, c'était quand même très intéressant et très important. Pourquoi elle avait fait ça? Parce que, et je l'ai dit en commençant, mais de façon incidente, chaque territoire porte sa culture et ici, on a la chance d'avoir un territoire qui a une existence littéraire. Et donc, la communauté de communes avait construit un programme pour faire partager cette existence littéraire qui est liée à un roman qui s'intitule L'Astrée. C'est un roman du XVIIe siècle qui se déroule sur ce territoire, qui a été un roman qui a été lu dans toute l'Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui est porteur pas seulement d'une histoire de berger, mais qui est porteur d'un certain nombre de valeurs. C'est un roman qui parle de la paix, qui parle de la justice. C'est pas n'importe quoi. C'est pas une petite anecdote, c'est un énorme roman de 5000 pages. Et donc, l'idée, c'était de faire approcher le territoire aussi avec cette richesse-là. Donc, ont été construites par la communauté de communes et Gouttela, qui a beaucoup apporté d'ingénierie, pas beaucoup d'argent, mais de l'ingénierie, parce qu'il faut de l'argent pour faire les choses, mais il faut aussi y penser. Et ça a construit ce qu'on appelle les chemins de l'Astrée. C'est une façon de cheminer dans le territoire à travers les paysages, à travers les richesses patrimoniales du territoire. On parle de la vigne, on parle du pisé, on parle de différentes choses, et on parle de cette histoire comme fil conducteur.
Voilà. Et ça nous a même conduit un peu plus loin. Ça a conduit à mettre en lien notre territoire du Forêt avec cette histoire de l'Astrée, qui est une histoire de berger, qui est une histoire en fait de renoncement à des formes de vie fondées sur l'ambition, la compétition, etc. Ça se rattache à la grande famille de ce qu'on appelle les Arcadies, ou l'inspiration arcadienne. On a, avec notre petit territoire, avec Gutla comme moteur, créé une association avec d'autres territoires, un territoire allemand autour de Weimar et un territoire grec dans le Péloponnèse. Et ça a été une aventure assez intéressante, mais qui nécessitait, et voilà, j'insiste un peu lourdement là-dessus, qui nécessitait la collaboration entre un centre culturel, oui, mais des élus, et des élus qui portent leur territoire, qui y croient. Et là, cette expérience qui a duré une dizaine d'années à peine, elle s'est fracassée parce que, bon, elle s'est fracassée pour des raisons électorales, pour des raisons, voilà, d'abandon, finalement, des élus. Et ça, je trouve ça très triste. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que la culture, c'est un vecteur puissant, c'est vrai. Et que à côté de ça, il y a toute la gestion des territoires par les élus. Si les élus ne prennent pas en compte cette dimension culturelle, si les élus ne pensent qu'à des choses factuelles, c'est-à-dire, bon, il faut goudronner, il faut s'occuper des égouts, mais je sais que c'est important et que la population attend ça, mais la population, elle a aussi à être nourrie d'autres choses. On ne rend pas fier un territoire, on ne rend pas un territoire apprenant simplement en s'occupant des aspects je ne sais pas, très, très matériels. Donc, j'insiste sur l'accompagnement par les élus de ce qui constitue le travail de la culture. La culture, elle essaye de faire du lien entre les gens. Et il faut qu'il y ait un relais à un autre niveau. Alors, pas seulement au niveau des finances, mais au niveau des discours. C'est très important, les discours. Comment on parle du territoire. Voilà. Merci, Madame Mioche. Je crois qu'il y a Monsieur Bouélé qui souhaiterait aussi réagir sur cette question de la narration. Ah oui, alors c'est effectivement parce que... Alors, deux choses. D'abord, juste pour réagir, si une histoire se fracasse parce que les élus cessent de la porter, alors au fond, c'est qu'elle n'a pas été portée par le territoire. Si elle est complètement portée par le territoire, alors vous savez, les élus, ils continueront de la porter. Et c'est vraiment l'enjeu central. Et je rebondis sur ce que disait Gérard Pell, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs de territoire qui ne soit pas littéraire. Julien Gracq, si je repars du côté de Nantes, ou plutôt entre l'Anjou et Nantes, Julien Gracq, il n'aurait pas écrit Le rivage des Syrtes à Saint-Florent-le-Vieil, il n'aurait pas écrit de la même façon, la même histoire. Elle serait sans doute beaucoup moins humide s'il était né du côté de la Savoie. Donc il y a un rapport profond entre la culture, la géographie, les savoir-faire, les savoir-être qui se sont construits sur un territoire. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de condescendance. C'est pour ça que la question de la narration, elle est au centre. Et là, vraiment, merci, parce qu'elle est au centre même y compris de l'accueil des autres, y compris de l'accueil des néo-ruraux. On ne peut pas s'installer sur un territoire en pensant que l'on va finalement demander, exiger les mêmes services, le même rapport que celui que l'on pouvait avoir, les mêmes rapports sociaux que celui que l'on pouvait avoir dans la grande ville. Ça n'est pas possible. Et pour ça, il faut à un moment donné que le territoire raconte à l'autre et soit capable de dire aussi écoute, tu viens, écoute-nous. Parce que nous avons des tas de choses à te raconter. Et le temps dont parlait Gérard tout à l'heure, parce que c'est très touchant, c'est aussi une histoire de Clermont-Ferrand. Pourquoi les ruraux faisaient des études pour partir à la ville? Parce qu'il y avait l'aléatoire des récoltes, parce que l'on voulait échapper à la misère, à cet aléatoire-là,
parce que, y compris, on préférait se faire ouvrier chez Michelin plutôt que finalement de poursuivre la culture d'un modeste arpent de terre qui ne faisait pas vivre sa famille réellement. Et donc, il y avait ce rapport extrêmement dur. Aujourd'hui, on est vraiment, heureusement, on a changé de paradigme dans les territoires ruraux. Ce sont des territoires d'innovation. Quelquefois même, ce sont des territoires, quand on dit d'innovation, y compris de start-up. Je crois qu'il y avait une expression de Laurent Riotor sur une partie de l'Auvergne qui était les hautes terres d'innovation. Mais vraiment, c'est très important que les villages, les bourgs, parce qu'il y a aussi d'autres centralités qui se créent. Il n'y a pas que la grande ville, y compris les phénomènes de métropolisation, entraînent aussi des revitalisations de gros bourgs qui eux-mêmes jouent un rôle de centralité sur leur territoire. Raconter cela, créer cette histoire et être capable de l'ouvrir aux autres, de la faire partager à d'autres, c'est effectivement un des grands enjeux. Et pour cela, il faut que les territoires et ceux qui y vivent soient en situation de l'écrire. Et là, peut-être parfois d'être accompagnés, mais pas forcément d'être accompagnés par des urbains, mais y compris par ceux qui, dans les territoires, créent des startups, d'ingénierie, justement de développement pour eux-mêmes. Voilà. Donc c'est vraiment essentiel, la narration. Alors, depuis le pays de Giono, je ne contredirai personne sur la valeur et la force du récit raconté par les écrivains. Peut-être il nous reste encore quelques minutes et je pensais peut-être donner la parole à René Caspar. Est-ce que, René, je reste toujours l'élève du maître et donc je souhaiterais vous passer la parole pour réagir voilà, sur tout ce qu'on a entendu et on a bien vu que voilà, là aussi, rien que la démarche de ce matin et elle-même dans son processus construit, enfin, on a vraiment développé au fur et à mesure les arguments et les échanges dans les interactions. Merci. Bon, vous m'entendez là? Très bien. Bon. La première chose que je veux dire, c'est que ça rappelle cette expérience ancienne du Ménet, pays breton qui mourait, et où le promoteur à l'époque, Paul Houet, est parti contre toute tradition de l'époque sur un premier plan qui était un plan culturel, parce qu'il avait considéré que c'était par la culture qu'on pouvait remettre les gens debout. Et on ne fait pas de développement avec des gens marginalisés et couchés. Donc, le premier plan a été culturel. Bien entendu, tout ce qui a été dit, je signe, et notamment sur ce qu'a dit Gérard Pêtre. Alors là, je signe des deux mains et des deux pieds. Mais aussi sur le reste, notamment mise en mouvement des intelligences, des cœurs, des volontés, notamment la convergence entre les différents regards. Si je recite ces phrases, c'est parce qu'on est au cœur de la pédagogie du développement. Et que donc, il y a un lien étroit entre les deux. Alors maintenant, quelques difficultés. La question territoriale par rapport à la culture, c'est celle de la capacité et du droit à produire sa propre culture. Sachant que les facilitateurs culturels, c'est pas neutre. C'est souvent de l'importation venant de l'extérieur. Il y a un gros problème, et donc ce qui a été dit sur le discours à générer les écrits, c'est tout à fait vrai. Dans les pays qui se sont mis en mouvement, il y a toujours fabrication d'un discours sur le développement. Et ce discours est mobilisateur, permet de conserver une mémoire,
de sédimenter des éléments forts et d'avancer. C'est fondamental et ça n'est pas de la philosophie, comme les détracteurs le disent souvent. Autre point, dans les territoires apprenants, beaucoup de choses se jouent. On a parlé du fait qu'il fallait qu'ils s'ouvrent aux influences extérieures, etc. Je suis totalement d'accord. Mais les territoires apprenants, pour moi, ça se joue beaucoup dans la proximité. Et la proximité, ça rime aussi avec la nécessité d'une identité forte et ouverte. Hein. J'appuie sur le terme ouvert, mais une identité forte. La culture peut y participer. Cette proximité territoriale, c'est en univers mondialisé un pilier essentiel de l'organisation économique. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, actuellement, tout un tas de choses renaît dans la proximité, que ça soit en agriculture, les circuits courts, la traçabilité ou d'autres éléments comme ça. On peut citer tout un tas d'éléments également au niveau de l'appui aux entreprises. Pensez à ce qui se passe chez notre ami Dominique Olivier qui est maintenant en retraite. On peut citer des tas de choses comme ça. Donc je veux insister sur l'aspect proximité. Oui, si je tiens à l'essentiel, pour moi, la difficulté essentielle, c'est la production par les gens des territoires d'une culture à eux. Merci René. Peut-être Yang, un petit mot aussi voilà, sur la fin de ce webinaire. Merci Xavier. Ce que je retiens dans ces discussions, c'est qu'en fait, il y a un vrai enjeu dans Territoire apprenant à lier des proximités. Des proximités, alors Laurent, vous en parliez tout à l'heure, qui sont beaucoup plus grandes que juste géographiques. Elles sont cognitives, elles sont organisationnelles. Et ça, c'est un premier enjeu, c'est de démultiplier ces proximités sur l'espace d'un territoire. Et l'autre, me semble-t-il, c'est de passer à une autre échelle géographique, pas seulement à une échelle individuelle, à une échelle collective. Et ce double rotor, c'est une image, hein, mais c'est ce double rotor, ce système est indispensable pour faire fonctionner Territoire apprenant. Et au milieu de ce rotor, le point pivot est peut-être la facilitation, l'animation, et elle n'est pas que technique. Elle est forcément technique, mais elle n'est pas que technique. Elle est politique, elle est dans la mise en récit, elle est dans l'histoire, et la culture joue pleinement ce rôle-là. Voilà, c'est ce que j'arrive à retenir de tout ce que vous dites. Merci. Xavier, merci à toi pour l'animation aussi. Merci à vous. Et puis, j'aurai l'occasion, je pense, dans d'autres webinaires, de partager aussi l'expérience que je vis ici à l'Université des Senteurs-Saveurs. Mais sachez que ce qui a été dit, en tout cas, est une bonne clé de lecture pour moi pour compléter mon état des lieux de prise de fonction à la direction, et puis d'envisager, de construire le récit à venir, quoi, voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup, merci à vous tous. Je crois que finalement, on a dépassé les freins techniques et que ça s'est plutôt bien déroulé. Et vous dire que donc on se retrouve pour le deuxième webinaire le mardi 11 mai sur la même tranche horaire, 8h30, 10h30. Donc notez ça dans vos agendas. Bon, d'ici là, je ne sais plus quel est l'agenda proposé par
le président de la République. Je crois qu'on sera déconfiné, mais en tout cas, le format qu'on a adopté de webinaire semble voilà, très approprié. Et puis, voilà, et puis peut-être donc amené à se reproduire, on a dit, sur 4 rendez-vous d'ici le mois de juin. Voilà, merci à tous. Merci à toi, Xavier. Merci à tous. Voilà. Bonne continuation. Bonne continuation. Peut-être tu nous diras, Yang, mais donc, bon, il y avait quelques soucis techniques qui n'ont pas permis un enregistrement sur la chaîne YouTube, mais ceci dit, ça a bien été enregistré et on communiquera peut-être sur le fait de pouvoir revoir ce webinaire en replay. Voilà, c'était enregistré et ce sera remis sur Internet, sur la chaîne YouTube et j'espère aussi sur notre site Internet. Donc, vous allez pouvoir le revoir et d'autres pourront aussi le revoir. Nous avons prévu un support écrit, donc au cas où la technique ne suivrait pas toujours. Enfin, en tout cas, les deux vont se compléter pour rendre compte de ce temps de discussion. Merci à tous. Bonne continuation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.